Radio Cité Genève. 92.2 FM. Aventure, quand tu nous tiens. Il est de retour. Un jour sur le passage du Nord-Ouest dans son bateau. Un autre jour sur les eaux avec son voilier, ou encore sur le Paris-Dakar, monter l'Everest, ou encore en Atlantique pour faire un aller-retour également en bateau. Il se prépare pour le désert d'Atacama. C'est un désert qui se trouve au Chili. La traversée du désert d'Atacama à pied, en autonomie complète, avec Hervé Bazin. C'est aujourd'hui notre invité. Charles Edrich repart à l'aventure. C'est au mois d'avril prochain, le 2 avril précisément. Radio Cité Midi. La vie de l'info. Gilles Soulac. Charles Edrich, bonjour. Oui, bonjour. J'ai un peu fourché là dans la présentation. Je sais pas où j'étais, pas très précis en tout cas dans tout cela. Vous partez pour le désert d'Atacama, c'est au Chili, Amérique du Sud, à pied. Oui, à pied, donc en autonomie, donc 1000 km, caractéristique du désert de l'Atacama, le plus aride du monde. Ça veut pas dire le plus chaud, mais il pleut jamais. Il pleut jamais, quelle horreur. Alors on va essayer d'être motivé par votre aventure. Vous avez un certain âge, on peut le signaler ? Oui, je suis tout jeune, donc j'ai démarré ma passion d'aujourd'hui, les aventures, les expéditions en tout genre, seulement il y a 10 ans. Voilà, il y a 10 ans. Et 10 ans avec pas mal d'aventures. Vous en avez 100 de prévus. Il y en a combien de réalisés pour l'instant ? Pour l'instant, il y en a 16 de réalisés. 16, donc il en reste encore un grand nombre. Il en reste c'est un début, donc il en reste un paquet, donc sur tous les terrains du monde. Et vous, cette aventure, c'est vraiment l'appel de la compétition, c'est l'appel du record, comme pour cette traversée du désert d'Atacama ? Alors là, il s'agit d'un record, mais tout m'intéresse. Donc, quand je cours la Pyramenta ou l'Ultra Trail du Mont Blanc, j'ai aucune prétention, si ce n'est de terminer et de terminer correctement. Mais quand en plus il y a un record ou une première, cerise sur le gâteau, pour moi c'est le paradis. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans tout cela, l'ascension ? Alors, vous êtes allé en Himalaya, vous avez fait l'ascension de l'Everest, vous avez fait le Paris-Dakar à moto à l'époque, vous êtes allé au pôle Nord, vous avez fait un tour du monde à la voile, vous avez traversé aller-retour l'Atlantique, vous avez ce record d'ailleurs à la rame, vous êtes parti et vous allez retourner d'ailleurs en été sur le passage du Nord-Ouest, donc vous étiez parti du détroit de Bering, cette fois-ci pour Atacama. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous pousse à cela ? Moi, au départ, je peux le dire, je suis sur le terrain des expéditions et des aventures. Je le dis parce qu'on est entre nous par défaut. Enfin, entre nous et entre ceux qui nous écoutent. Voilà, aussi. non, mais je dis par défaut dans le sens où si j'avais pu gagner, par exemple, le championnat du monde de ski en descente ou gagner Roland Garros ou la Coupe Davis, c'était pareil. Maintenant là, j'étais pas bon, donc vous étiez pas bon ou vous étiez parti dans une autre orientation, parce qu'à l'époque vous êtes chef d'entreprise, vous êtes entrepreneur, donc vous avez passé votre vie à démarrer, activer, puis en plus permettre à votre entreprise ensuite d'entrer à la bourse. Oui. Donc c'était une autre période de vie aussi peut-être. C'était pas le bon moment. Vous n'avez pas eu les moyens de le faire, ou pas dans une famille où on s'orientait vers la compétition. Non, j'étais pas bon, parce que du ski, je suis moniteur de ski, mais il y en a d'autres. J'ai fait beaucoup de ski de couloir, de ski extrême. Je faisais des choses très difficiles, mais il y avait évidemment des gens qui étaient plus forts que moi, des Valençans, des Boivins, par exemple, pour ceux qui connaissent. Et donc, par contre, dès que j'ai vu que sur le terrain de l'endurance et de la rusticité, là, à l'inverse des sports comme le tennis où il faut de la vitesse, de la détente, là, j'avais quelques prédispositions naturelles. Donc, j'ai identifié l'aventure un petit peu sur tous les terrains du monde comme ma discipline, mais aussi en m'inspirant d'autres, comme Steve Fossett ou Mike Horn. Voilà, donc les ingrédients sont l'endurance, la rigueur peut-être aussi, les climats, l'Himalaya ou l'Atacama ou encore la mer peut-être, et puis la capacité de tenir aussi un projet dans la distance. Tout cela fait partie des ingrédients indispensables pour vos aventures. Bon, c'est sûr. D'abord, c'est comme dans beaucoup de choses. Il faut aimer ça, faut être motivé. L'endurance, c'est sûr que j'ai certainement des qualités naturelles, mais sur ce terrain-là, il y en a d'autres. Avec tous les aventuriers, les himalayistes ou les marins que j'ai pu côtoyer, il y a des gens qui sont largement aussi forts que moi. Par contre, sur le terrain de la rusticité, c'est quelque chose que j'ai toujours développé. Tous les gens qui m'ont côtoyé disent il sort quand même un petit peu de l'ordinaire. Quand je dis rusticité, j'entends capacité pour
pour perdre 20 kilos, pour en reprendre 25. Pour s'adapter à la situation de l'aventure, bien sûr. Voilà, pour s'adapter. Pour dormir n'importe où, Exactement. être tout seul, être confronté à des ours blancs, ou voilà, vous êtes capable. L'objectif suscite chez vous un tel engouement et une telle motivation, vous êtes capable de supporter quelques difficultés ou expériences délicates possibles. Exactement. Alors là, vous partez pour le désert d'Atacama. Comment ça se passe? On se dit tiens, cela n'a pas été fait. C'est pas dans le Guinness des records. Comment vous faites pour organiser une expédition comme ça, pour vous dire voilà, je repars. En plus, il y en a une autre qui est pas terminée, donc vous partez sur celle-là. Bon, souvent, c'est des rencontres, des opportunités. Donc là, Sylvain Bazin, qui est journaliste, qui est très très fort sur Ultra Trail, il vient de terminer il y a 3 jours un Ultra Trail extrêmement difficile dans le nord du Tchad. Il termine 2e, 180 km en 48 heures. Donc il m'avait suivi sur la Pierre Manta et sur l'Ultra Trail du Mont Blanc. Et puis voilà, en discutant, il m'a dit tiens, est-ce que ça t'intéresse de partir sur une expédition à pied dans le désert? C'est quelque chose que j'avais jamais fait, donc évidemment tout de suite ma réponse a été oui. Au départ, on avait pensé à un désert en Afrique. Bon, aujourd'hui, c'est pas tellement possible en fonction des événements. Donc on est parti sur l'Atacama. Voilà, il y en a quelques-uns sur la planète des déserts effectivement intéressants à traverser. Vous partez en autonomie complète avec une petite remorque. 120 kilos. Voilà, donc la plus grosse difficulté, donc c'est l'eau. Donc on a 4 litres d'eau par jour et par personne. On a chacun une remorque de 120 kilos, sachant qu'il y a un point d'eau naturel, bien évidemment, à peu près à mi-parcours. Donc avec une oasis, avec de l'eau qui revient à la surface de la cordillère des Andes. Donc là, on va se ravitailler en eau. Vous avez déjà fait une reconnaissance du terrain ? Il y a 15 jours, on était avec Sylvain Bazin donc sur place. On a parcouru l'intégralité du parcours en reconnaissance. En voiture. Et alors ? C'est fantastique, des paysages merveilleux. Ça casse pas un peu de l'aventure de l'avoir reconnu en auto ? Moi, je pourrais pas, je sais pas. La surprise. Disons que moi la voiture, je suis passionné aussi. Ouais. De là, c'était du 4x4. Donc enfin, dans d'autres parcours, vous n'avez pas pu faire une reconnaissance quand il s'agit de traverser l'Atlantique aller-retour, voilà. monter en Everest ou de certains passages comme le Nord-Ouest. Là, vous pouvez pas faire de reconnaissance. Donc là, ça vous change pas. Non. Moi, ça, disons là, moi au contraire, j'ai trouvé ça fabuleux. On est même allé en Bolivie. On a franchi des cols à plus de 4005. Donc, en plus, il fallait absolument aller reconnaître le parcours et tester notre matériel, notamment la remorque. On en parlera de cette remorque d'ailleurs. On parlera aussi de l'aventure en ce début de 21e siècle parce que beaucoup d'aventures ont été réalisées. Est-ce que cela intéresse toujours autant ? Vous nous le direz. Le fait d'être passé et quinquagénaire, est-ce que cela aussi peut être une petite pigmentation particulière à un âge où on se dit maintenant on va rester tranquille devant sa piscine, quand on a une piscine effectivement, ou aller se promener ou prendre des vacances. Et puis j'ai envie de vous dire, le désert d'Atacama, c'est sympa aussi au bord de la route de le regarder et de se dorer quelque peu la pilule. Vous n'avez pas décidé cela et on en reparle dans un petit instant. Charles Edrich est notre invité. Il part pour le désert d'Atacama, plus de 1000 km à pied en autonomie complète. Dans un petit instant, nous découvrons son aventure, son matériel et également ses motivations. 12h-13h, le 12-13. Gilles Soulac. On the road again, il sera dans quelques semaines, le 2 avril prochain. Ce sera un départ au Géant d'Atacama, donc c'est un lieu touristique, jusqu'à Copiaco, c'est le tout nord du Chili à la frontière péruvienne. C'est Charles Edrich qui partira donc à pied en autonomie complète avec Hervé Bazin, une petite remorque de 120 kilos de matériel. Vous avez pris du temps, Charles Edrich, pour trouver ce matériel adéquat pour traverser le désert d'Atacama? Donc j'ai tout essayé, je suis devenu un spécialiste de la brouette, par exemple. Pas que je poussais, mais que je tirais. Vous pouviez même prendre, je crois, un club de golf. Oui, j'ai tout essayé. Caddie de golf. Ça vous fait sourire quand même, non? Ça fait sourire un auditeur. C'est un caddie de golf pour traverser le désert d'Atacama. Mais à vrai dire, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de système. Pour tous les aventuriers qui marchent dans le désert, il n'y a pas de système vraiment qui font référence. Alors là, moi, si je vois Charles Edrich qui était entrepreneur, je me dis là, il y a peut-être une opportunité. Non, pas vraiment. On a trouvé un système, mais incroyable, absolument incroyable. Et Sylvain Bazin partage évidemment mon point de vue. Donc, juste avant de partir, alors que notre PC course était encombré de tout type de matériel, j'ai pensé à ressortir de ma cave
le nom technique, c'est un buggy de traction. C'est un espèce de petit char à voile. Avec des roues, il y avait des roues à la base. Avec des roues comme des brouettes d'ailleurs. C'était pour faire quoi C'était le pôle Nord, ça? C'était quoi comme expédition? En fait, je m'entraînais pour faire du kite-ski. Parce que c'est exactement les mêmes voiles. Donc, je m'entraînais sur les plages du Nord avec ce petit, tout petit char à voile, buggy de traction exactement, mais un truc pour enfants. Et puis, je l'ai ressorti de la cave et ça marche d'une façon absolument extraordinaire. On arrive, pour donner un point de comparaison, alors il faut savoir que le désert de l'Atacama, c'est un désert de sable, mais c'est quand même du sable relativement compact. La plupart du temps. Voilà. Donc, et on arrive à tirer, donc on a 2 bouts de ficelle qu'on attache à notre harnais et on tire 120 kilos, mais avec une facilité très très grande. Parce que là, vous revenez du parcours, hein, il y a 15 jours de cela, vous étiez au Chili, donc dans ce désert d'Atacama. Ce sont des pistes, hein, n'est-ce pas? C'est pas du désert, parce que tout dépend. C'est vrai qu'un auditeur peut se dire, voilà, il traverse le désert avec des dunes, on n'en est pas là, hein. C'est pas du tout la même chose. On est très rarement sur les pistes, hein. La plupart du temps, on est en tout-terrain. Mais c'est un tout-terrain relativement compact. Alors, il y a des zones avec du sable mou, mais elles sont pas si grandes que ça. Ou du sel. Ou du sel par endroit, mais alors c'est du sel, là c'est pareil, hein, c'est très facile de circuler dessus, sûr, si on peut dire. C'est magnifique d'ailleurs. C'est absolument fabuleux. Vous traversez le salar de Uyuni, je crois, en Bolivie? Non, là on reste sur l'Atacama. Vous aurez quelques salars? On a quelques salars, mais là par contre c'est extrêmement roulant parce que c'est totalement lisse. Bon. Avec des formes hexagonales. Donc un salar, c'est un lac ou une mer de sel assez exceptionnelle. Donc vous partez le 2 avril avec votre collègue Hervé Bazin, 1000 km ou un peu plus, parce que pour entrer dans le Guinness de record, vous m'avez dit avant de faire cette émission, il faut peut-être qu'on rallonge de 200 ou 300 km. Voilà, le désert de l'Atacama, comme pas mal de déserts, les frontières sont pas extrêmement définies. Aussi bien sur les cartes que par le public. Bon, le Guinness nous dit, et ça vient de sortir, qu'il faudrait peut-être qu'on rallonge un petit peu la distance. Donc on va décider de demain ou après-demain. Et si c'est pas 1000 km, on va rajouter 200 km, ça fera 1200 km. Alors, on parlait d'expéditions et d'aventures de ce 21e siècle. Vous en avez à votre actif quelques-unes ces dernières années, particulièrement. Vous avez suivi pour l'aller-retour de l'Atlantique, hein, à la rame. Oui. 145 jours, hein, donc tout seul. On vous a suivi aussi pour le passage du Nord-Ouest, hein, ce qui n'est pas fini, hein, en 3 étapes, pas facile. Disons que le premier hivernage était impératif. Je pouvais pas faire l'intégralité du passage Nord-Ouest à la rame en une saison. Par contre, le deuxième était absolument pas prévu. Donc pour l'instant, j'ai fait 5000 km, 130 jours, et il me reste 1000 km à faire pour cet été. Voilà, on se rend compte qu'il y a des aventures qui sont assez simples. On réussit ou on manque le but, hein, comme celle de la traversée du désert d'Atacama. Vous n'allez pas la faire en 3 fois. Ah non, non, et puis il y en a ça, d'autres où il y a les impératifs du climat ou de guerre, hein, de situations complexes pour l'Afrique par exemple. Donc on est quand même dépendant de ces situations, donc ou politiques ou climatiques. Oui, bah là, dans le cas du passage Nord-Ouest, donc la zone, enfin les 1000 km qui me restent à faire n'ont pas dégelé du tout cet été. Alors on a l'impression qu'en ce début de 21e siècle, j'y reviens, je vais pas arriver à poser ma question, mais j'y reviens, Charles, quand même. On a l'impression que l'aventure intéresse un peu moins parce que les sujets sont multiples. Hein. On est un peu dans des tensions avec encore ces attentats dernièrement à Copenhague ou à Paris. On sent que le monde vibre, on sent qu'on est dans une certaine angoisse. On sent aussi qu'il y a des situations de guerre. Je pense à l'Ukraine, à la Syrie, etc. Avec aussi ces extrémismes multiples. On sent qu'on n'est pas dans une période de détente comme dans les années 70, 80, 90, où là, l'aventure pouvait toucher les populations, ça nous faisait rêver. On a l'impression aussi que beaucoup d'aventures ont été réalisées. Vous vous situez comment, vous, aujourd'hui, par rapport à cela? Bon, moi, je pense qu'il y a des tas de choses encore à faire. Sachant qu'en plus, pour moi, l'aventure, elle est à la portée de tous en fonction de ses motivations et de ses capacités. Par exemple, pour ceux qui connaissent la traversée de la Corse, le GR20, je trouve ça absolument extraordinaire. C'est de l'aventure. C'est évidemment ni une première, ni un exploit. La traversée de la Gruyère à bicyclette aussi, non? Pareil. Mais par exemple, pour m'entraîner sur l'aller-retour de l'Atlantique à la rame, j'ai descendu la Seine en partant de Paris. Donc c'est mais à 20 km du centre-ville de Paris,
on a l'impression d'être totalement isolé, c'est fantastique. Alors, donc, Charles, vous avez 57 ans, je crois, aujourd'hui. pas tout à fait. Pas tout à fait, 56 et demi. Voilà, comment on fait? Parce que là, dans ce que vous nous dites, c'est assez simple. Voilà, je prends 3 semaines là, je reviens de là, je repars là. Bon, il faut du temps. Et puis, il faut des moyens. L'aventure est aussi une question de moyens. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que vous vous battez pour cela. Vous avez mis beaucoup d'argent, vous avez beaucoup investi. C'est aussi une question de moyens, aujourd'hui, l'aventure. Ah, mais évidemment, l'aspect financement des opérations est absolument capital. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai démarré ma passion d'aujourd'hui seulement, si on peut dire, à 45 ans. Parce que j'étais absolument pas crédible. Personne ne croyait à mon histoire. Donc, pendant 6-7 ans, j'ai eu un très gros et seul sponsor. C'était moi. Si on peut dire. Et puis maintenant, depuis 2 ou 3 ans, donc j'ai une équipe avec moi. C'est aussi une entreprise. Je dirais même depuis 1 an, parce que vous n'avez pas beaucoup de médias non plus avant, quelques médias locaux, etc. Nous, on vous faisait venir parce qu'on vous connaissait. Et puis, je vois depuis 1 ou 2 ans là, vous êtes dans les grands médias, les gens s'intéressent à votre histoire, vous racontez votre expérience. On sent qu'il y a eu une bascule. Oui, là c'est sûr. Donc et puis moi évidemment de pas parler du tout. Pour moi, c'était pas du tout une contrainte. Maintenant, j'adore communiquer également, parler de ma passion, donc c'est un plaisir. Et puis ça contribue à un tout. Pour mes partenaires, si je reste à vivre comme un ours, donc à Saint-Nicolas-de-Véros où j'habite, face au Mont-Blanc, ça va pas trop leur plaire. Donc aujourd'hui, c'est aussi une entreprise. J'ai une équipe d'une dizaine de personnes et des partenaires qui commencent à s'intéresser et qui me font confiance. Vous travaillez aussi avec une structure environnementale? Respectant la terre. Exactement. Donc, notamment auprès d'un public de jeunes, auprès duquel il est très, très, très difficile, si on a un discours scolaire, d'arriver à faire partager des notions sur l'environnement, sur le réchauffement climatique. Donc, par contre, en leur montrant des films sur tous les terrains du monde, en faisant du sport avec eux et en les emmenant... En fait, c'est toutes les semaines, vous prenez une journée par semaine. Actuellement, à Saint-Denis, je crois, vous allez voir des jeunes en difficulté. Précisément des jeunes complètement déscolarisés à Montreuil. Donc, je fais du sport avec eux, avec les animateurs du quartier Bel Air Grand Péché. Et puis, on en emmène un certain nombre en parallèle de notre expédition dans le désert de l'Atacama. Ce sont des jeunes qui ont 17 ans, complètement déscolarisés. Donc, voilà. Voilà, donc ce rapport aussi social et ce rapport environnemental. Le 2 avril, ce sera votre départ. On peut vous suivre où ? Alors sur le site Respectons la Terre et puis dans quelques médias, donc par exemple Radio Nova, sur lequel donc j'ai des chroniques régulièrement. Vous aurez un téléphone satellite Un téléphone par satellite, aujourd'hui ça marche partout dans le monde, aussi bien qu'un portable. Donc c'est très très facile d'être en contact. Moi je me rappelle, on était en contact toutes les semaines sur la traversée. Je sais plus laquelle, mais je me souviens plus. Non, c'était l'aller-retour, c'était l'aller-retour, 145. Téléphone satellite, oui. Je me rappelle bien, effectivement. Vous voyez passer des poissons volants en direct. Je me rappelle sur l'antenne. Charles Edrich, on vous souhaite bonne chance, bon vent aussi, et puis vous reviendrez nous reparler certainement de cette aventure parce que vous n'êtes pas très loin. Et évidemment, on vous souhaite aussi une bonne camaraderie avec Hervé Bazin. C'est pas gagné d'être comme ça en collaboration, en duo. C'est aussi très très intéressant. Donc d'être en équipe, c'est passionnant, ça permet. En plus, on est extrêmement complémentaires. Il est 4e français sur espoir masculin sur marathon, donc il va très très vite. Et en plus, même dans la personnalité, on a des profils qui sont complètement différents. Donc c'est très intéressant de vivre ça ensemble. Rendez-vous donc traversée du désert d'Atacama, départ des géants d'Atacama pour aller jusqu'à Copiaco au nord du Chili, départ le 2 avril prochain, 1000 à 1200 km de course à pied en autonomie complète.